Europe 1. Le journal de 7 heures présenté par Victor Pourchet. Les accusations sont graves, effrayantes. Le parquet, lui, est prudent. Une femme de Forbach en Moselle affirme que son mari l'a séquestrée, violée et torturée pendant 12 ans. Elle a été retrouvée chez elle par les policiers qui ont placé son mari en garde à vue prolongée hier soir. Mais Tatiana Geselman, le procureur, a rapidement tempéré les allégations de l'épouse. Nous sommes loin d'une déclinaison de Barbe Bleue en Moselle-Est, a insisté le procureur de Sarreguemines. Hier, beaucoup d'informations ont circulé sur cette affaire, l'existence d'un banc de torture ou encore d'un cahier dans lequel étaient notés les sévices infligés à la victime, des éléments fermement démentis par le parquet. La femme a été découverte dépourvue d'entrave, aucune trace de sang n'a été découverte dans son environnement immédiat et aucune fracture n'a été relevée à son sujet. Pour autant, des questions demeurent sur son état de santé, qualifié de très fragile. Lors de sa garde à vue, son mari a évoqué une maladie de longue date. L'état de santé de la dame, en effet, altéré par une maladie. Et l'enquête va chercher à déterminer dans quelles circonstances elle aurait dû être prise en charge par cet époux dans ce contexte-ci. Beaucoup de voisins témoignent avoir régulièrement entendu des cris, mais tous pensaient qu'ils étaient liés à la maladie de cette femme que leur avait évoqué son mari, comme l'explique Salva. Tous les 2-3 jours, on entendait crier, et puis ça a duré 5 minutes et ça s'arrêtait quoi. Mais en sachant qu'elle était malade, on s'est dit que ça venait de là. Une plainte pour tapage avait d'ailleurs été déposée par une voisine en 2019, mais lors de leur passage, les policiers de Forbach n'avaient rien constaté d'anormal. Tatiana Geselman, la correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est. Dans l'actualité également, une altercation entre un policier hors service et 2 personnes a fait 2 blessés à Marseille. L'agent a ouvert le feu avec son arme et touché l'un des agresseurs. Il souffre lui-même de blessures légères. 2 enquêtes ont été ouvertes. La première pour violence en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique et vol. La seconde pour violence avec l'arme à l'encontre du fonctionnaire. 7h03, la suite du journal sur Europe 1, Victor Pourchet, Lionel Gougelot. Après la fin de l'ultimatum des pays ouest-africains et la menace d'intervention militaire contre les putschistes du Niger, l'heure est semble-t-il à l'apaisement ce matin. Avec notamment cette déclaration du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, chez nos confrères de RFI tout à l'heure. Il est sûr que la diplomatie, c'est le moyen préférable de résoudre cette situation. C'est la démarche actuellement pour la CEDEAO. C'est notre démarche et en tout cas, nous soutenons les efforts de la CEDEAO pour essayer de rétablir l'ordre constitutionnel. La diplomatie plutôt que les armes, c'est aussi la solution que pousse l'Algérie voisine du Niger et qui veut absolument éviter un enlisement du conflit. Le constat du correspondant d'Europe 1 à Alger, Nour Chahine. تجديد موقف الجزائر بإعادة الشرعية الدستورية في النيجر. Le Niger en ouverture des journaux télévisés pour le 5e jour consécutif. La situation sur place inquiète au plus haut point l'Algérie qui appelle au rétablissement de l'autorité constitutionnelle tout en écartant toute possibilité d'une intervention militaire dans ce pays frontalier, comme l'explique l'analyste politique Hassan Bouali. Les implications peuvent être terribles pour l'Algérie. Comme vous le savez, l'Algérie partage une très longue frontière avec ce pays, avec tous les pays du Sahel en général, quelque chose comme 2500 km entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et le Niger surtout, imaginez un pays de 20 millions d'habitants, si jamais les choses tournent au vinaigre, vous allez avoir une vague de fuite, un exode massif vers les frontières algériennes. Forcément, parmi ce lot, il va y avoir des djihadistes, des gens qui auraient intérêt à semer la zizanie. Donc c'est extrêmement compliqué pour l'Algérie. L'Algérie et le Niger partagent plus de 900 km de frontières, de grandes étendues désertiques difficiles à surveiller. Le risque d'exode massif des populations est trop grand pour Alger, qui veut à tout prix éviter le scénario d'un enlisement du conflit. Le correspondant d'Europe 1 à Alger, Nour Chahine. Et puis je vous signale que la CEDEAO a annoncé la tenue d'un nouveau sommet extraordinaire sur la situation au Niger. Il aura lieu jeudi. En Ukraine, au moins 5 personnes sont mortes et 31 blessées dans 2 frappes russes sur un immeuble résidentiel de la ville de Pokrovsk à l'est du pays. Bilan de Kiev qui annonçait également hier l'interpellation d'une femme accusée d'avoir aidé la Russie à préparer une attaque contre Volodymyr Zelensky. Une espionne qui aurait transmis des informations à Moscou pour déclencher une frappe aérienne massive lors d'un déplacement du président ukrainien. Direction la Grande-Bretagne maintenant, avec une musique punchy, un ton déterminé, la mise en scène de Rishi Sunak pour annoncer sa nouvelle politique migratoire. Dans une vidéo que le Premier ministre britannique a publiée hier sur Twitter, une présentation en 5 points, façon exposée pour ces mesures visant à contrer la venue de migrants illégaux au Royaume-Uni. Voilà 5 choses que je vais faire pour arrêter les bateaux.
Première chose, je vais proposer des lois qui ne permettront pas de rester sur le sol britannique si vous êtes venu de manière illégale. Deuxième chose, avec la France, nous aurons un accord qui arrêtera les bateaux à la source avant même qu'ils ne traversent la Manche. Avec l'Albanie, j'ai négocié un accord efficace. Le nombre de traversées depuis ce pays a été réduit de 90%. Troisième chose, j'ai augmenté de 50% le nombre de raids pour réprimer les travailleurs illégaux. Quatrième chose, je mets fin à la farce des migrants illégaux accueillis dans les hôtels aux frais du contribuable. Et dernière chose, je m'assurerai que la seule façon de venir au Royaume-Uni pour obtenir l'asile sera par des voies sûres et légales. Je sais qu'arrêter les bateaux est une priorité pour le peuple britannique et je ne ménage aucun effort pour le faire. Les déclarations hier sur Twitter du Premier ministre britannique Rishi Sunak. La politique en France et ce report d'une mesure sur les droits de succession qui fait enrager les députés des Républicains. L'allègement des droits de succession, c'était une promesse du candidat Macron en 2022. Elle ne sera, sauf surprise, pas intégrée au projet de loi de finances 2024 que le Parlement doit étudier à l'automne. Alexandre Chauveau, la mesure qui coûterait 3 à 5 milliards d'euros subirait en fait les contraintes budgétaires. Oui, car le gouvernement a pour objectif d'abaisser le déficit de 4,4 à 3% d'ici 2027. Emmanuel Macron défendait ainsi fin juillet devant ses ministres un cadre exigeant à la rentrée. Exit donc la promesse de passer de 100 000 à 150 000 euros l'abattement sur les successions en ligne directe et de porter à 100 000 euros les transmissions indirectes aux neveux ou aux petits-enfants. Un rétropédalage que dénoncent les Républicains, favorables à cette réforme portée lors de la dernière élection présidentielle. Véronique Louwagie, députée LR de l'Orne. Emmanuel Macron décrédibilise d'une part son projet et d'autre part sa parole. Le gouvernement se trouve à la croisée des chemins parce qu'en n'ayant pas engagé en amont une démarche de diminution massive des dépenses publiques, il se trouve point et main liés. Et puis finalement, il n'a aucune latitude pour moins prélever aux Français. Véronique Louwagie, dont le collègue et président des Républicains, Éric Ciotti, parle d'impôt sur la mort pour désigner les droits de succession. Pour sa défense, le gouvernement met en avant les 2 milliards d'euros de baisse d'impôt pour les classes moyennes, déjà mobilisés d'ici 2027. Les explications d'Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Et puis le début d'une procédure de dissolution du parti catholique intégriste Civitas. C'est en tout cas ce qu'a demandé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin au procureur de la République après les propos jugés antisémites de Pierre Hilard. L'auteur controversé avait proposé la déchéance de nationalité pour les Juifs de France lors des universités d'été du mouvement. On passe au sport et l'événement du jour, c'est le football féminin, bien sûr. 8e de finale de Coupe du Monde pour les Bleus contre le Maroc. Coup d'envoi à 13h, notez bien le rendez-vous. Les Françaises vont devoir battre une équipe marocaine qui a atteint pour la première fois de son histoire ce stade de la compétition. En cas de succès, et en cas de succès seulement, elles devront rejoindre l'Australie en quart. L'Australie qui s'est défaite hier du Danemark. Les derniers préparatifs pour la reprise de la Ligue 1 maintenant. Ça reprend vendredi, vous le savez, et tous les jours de cette semaine, on vous dit tout sur la saison à venir d'un grand club du championnat de France. Leurs attentes, leurs espoirs et parfois leurs nouveaux joueurs aussi à Lille. Une recrue attire tous les regards, l'ancien champion du monde Samuel Umtiti. Après une traversée du désert à Barcelone, le défenseur est très attendu au LOSC. Les explications de Maximilien Carlier. On l'avait quitté sur un titre mondial en 2018, héros des Bleus même en demi-finale face à la Belgique. Mais après sa consécration, la carrière de Samuel Umtiti est quasiment à l'arrêt. Blessé au genou à Barcelone, 50 matchs disputés seulement en 4 saisons, l'ex-lyonnais rebondit alors à Lecce en Italie avant de signer au LOSC. Je suis très heureux de me retrouver ici, revenir en France. J'ai passé de belles années dans ma carrière et des moins bonnes. Et j'ai pris cette décision de revenir ici tout simplement parce en tout cas j'ai les mêmes valeurs que ce club de Lille. Big Sam, c'est le surnom que lui donnent les supporters de l'équipe de France et du LOSC. Désormais, c'est le gros coup de ce mercato, estime Marco, fan des Dogs. L'avoir à Lille, c'est vraiment bien. On est super content qu'il soit là. C'est un joueur défensif, ultra solide derrière, bon sur les corners, peut apporter beaucoup de choses au LOSC et encadrer les jeunes aussi de par son expérience, je pense. Il est un véritable atout pour notre équipe, insiste-t-il, mais Samuel Umtiti aura aussi la lourde tâche de succéder à José Fonté, défenseur central et emblématique capitaine du LOSC pendant 5 saisons. Maximilien Carlier pour Europe 1. Avant la Ligue 1, la Ligue 2, elle a déjà repris.
Dans le dernier match de la première journée, Bordeaux a lourdement chuté 3-0 contre Pau. Les Bordelais pourtant annoncés favoris pour le titre. Du basket avec l'équipe de France reçue 3/3. Les Bleus ont remporté leur 3e match de préparation à la Coupe du Monde consécutif. Victoire 86-67 contre le Venezuela hier soir. Ils enchaîneront demain avec un poids lourd européen, la Lituanie. Première rencontre du mondial prévue dans 17 jours contre le Canada. Et puis toute autre chose maintenant, cette plongée dans les œuvres moins connues de Rembrandt. Ah oui, parce que le peintre néerlandais du XVIIe siècle est connu pour ses immenses toiles. On pense à la Ronde de nuit. Mais avant cela, il réalisait des gravures non moins exceptionnelles, dont une centaine sont exposées dans le musée d'art moderne de la sublime abbaye de Fontevraud. Une exposition étonnante, Marie Jiquel. Pour mieux apprécier tous les détails que Rembrandt s'est amusé à cacher dans ses gravures de la taille d'un timbre-poste, une loupe est à disposition des visiteurs. Parmi ses eaux fortes, l'autoportrait très connu de Rembrandt, cheveux hirsutes, moustache éparse et le regard étonné face aux visiteurs. Il y a un groupe de journalistes néerlandais qui sont venus et qui ont donc découvert avec étonnement la taille du petit autoportrait aux yeux hagards. Dominique Gagneux, la directrice du musée d'art moderne de Fontevraud. Je me suis dit que c'était intéressant que des journalistes néerlandais venaient d'Amsterdam pour découvrir à Fontevraud cette œuvre en vrai. Scènes religieuses, nues, nature morte, paysages, les gravures de Rembrandt s'arrachent alors dans toute l'Europe du XVIIe siècle. Cette technique de la gravure fait qu'on ne découvre le résultat qu'après l'impression à la fin. Et permettent à l'artiste de s'entraîner à la réalisation de l'effet du clair-obscur qui fera sa renommée. Et cette formidable exposition à découvrir jusqu'au 28 septembre. Merci Victor Pourchet, à tout à l'heure.